Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Vous êtes en direct et vous regardez votre magazine d'actualité politique en RDC. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau un candidat à la présidentielle, mais qui malheureusement a été invalidé par la CENI et puis finalement par la Cour constitutionnelle. Nous allons revenir sur le processus électoral. Nous allons revenir sur les raisons principales de cette invalidation, la suite du processus en RDC. Avec notre invité, il s'appelle Jean-Paul Moka Ngolo-Mpati, professeur, pasteur de surcroît. Il est notre invité. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on vous surnomme également Lion Bleu. C'est cela. On y reviendra. Alors, pour la petite histoire d'abord, comment a commencé cette petite aventure, le fait de vous engager pour une présidentielle dans un contexte politique assez difficile? On a entendu que vous aurez eu un échange avec le Seigneur pour cet engagement à la présidentielle. Il y a des choses que tous les chrétiens engagés font toujours quand il s'agit de prendre des décisions importantes. Barack Obama avait l'habitude de dire « Before I make any important decisions, I have to check with the two superpowers, God and Michelle. » Traduction, avant que je prenne toute décision importante, je dois vérifier avec les deux superpuissances. Le Seigneur et sa femme, exact. Évidemment. Donc c'est tout à fait normal dans mon cas que j'ai d'abord... Et vous avez également contacté votre femme, comme lui? Contacté, non. Ma femme vit à côté de moi, donc je discute avec elle. D'accord. Et donc quand j'ai eu l'approbation des deux, j'ai eu maintenant le courage et la détermination d'aller de l'avant. Et vous étiez confiant que ça allait marcher? Je reste toujours confiant que ça va marcher. Alors, dites-nous la vérité aujourd'hui, dans cet échange convivial que nous allons avoir avec vous, pourquoi votre candidature a été finalement rejetée par la CENI et la Cour constitutionnelle? Simplement parce que la DGRAD ne nous a jamais fourni le code SWIFT. Cela a pris beaucoup plus de temps pour notre banque et nous avons présenté ces preuves au Conseil d'État qui a la responsabilité de trancher tout recours administratif entre les citoyens et les institutions. Ça veut dire que pendant le délibéré, vous n'aviez pas de preuves pendant que l'affaire était délibérée au niveau de la Cour constitutionnelle? Non, à ce moment-là, nous avions des preuves de l'écran, donc la preuve que le virement a été fait, mais les avocats n'ont pas su bien expliquer la problématique de la transaction financière. Vos avocats? Oui. Malheureusement. Alors, est-ce que ça a été également le cas avec tous les autres candidats? Est-ce qu'eux aussi n'ont pas eu la possibilité d'avoir ce SWIFT dont vous parlez? Non, eux, c'était facile puisqu'ils ont fait le transfert directement à partir de la RDC. Donc, ils n'avaient pas besoin du code SWIFT. Nous, on a fait le transfert à partir de l'étranger. D'où l'importance de ce code SWIFT. Alors, pour vous, c'est fait à dessein? Il y a une main derrière? Ou comment vous l'expliquez? Non, ça n'a plus aucune importance aujourd'hui. Il faut regarder de l'avant et aller de l'avant. Alors, quel est votre engagement pour la suite du processus électoral? D'abord, il y a 21 candidats qui ont été choisis. D'autre part, le Conseil d'État doit toujours se prononcer sur mon cas. Mais je ne vais pas attendre le Conseil d'État alors que la liste définitive a déjà été publiée. Il faut aller de l'avant. Et donc, j'ai regardé les 21 candidats, j'ai été sollicité par certains et j'ai choisi celui qui correspondait le plus au profil d'un candidat qui peut non seulement gagner les élections, mais réellement porter le plan Moka, puisque vous le savez, le plan Moka, c'est ce que je désire plus profondément pour le peuple congolais. Alors 100 000 $, vous êtes quand même conscient que les 100 000 $ ne seront plus remboursés? Malheureusement, lorsqu'on brûle votre maison, il ne faut pas pleurer, il faut simplement la reconstruire. Lorsqu'on tue votre femme et vos enfants, il ne faut pas tomber dans la dépression. Il faut faire le deuil et aller de l'avant. Je vais de l'avant. Et vous-même, à titre particulier, à titre personnel, est-ce que vous approuvez l'usage de la machine à voter pour l'élection présidentielle? Je suis totalement contre cette machine. Pourquoi? Parce qu'on n'y voit pas clair. Parce que toutes les analyses qui ont été faites démontrent qu'il n'y a pas moyen d'avoir confiance dans cette machine. Je suis donc catégoriquement contre cette machine. Mais vous ne donnez pas, vous, avec vos amis également, les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas que la machine à voter soit utilisée. Quel est votre argument de valeur? Pourquoi la rejetez-vous? Mais il y a déjà les 16% des fichiers qui sont corrompus. Là, vous savez qu'on peut perdre une élection pour 1%. Là, nous sommes au niveau du fichier électoral, nous en parlerons. Exact. Nous parlons de la machine à voter en elle. Vous savez que la machine à voter a été utilisée en Argentine. Ça n'a pas fonctionné.
Vous savez que la société Sirou a des problèmes avec le gouvernement coréen, n'est-ce pas? Vous savez que même les États-Unis d'Amérique ont déconseillé cette machine, eux qui ont toute une expérience dans le domaine. Vous savez que l'Union européenne également a déconseillé cette machine, eux qui ont toute une expérience derrière. Vous savez également que c'est la première fois que nous allons utiliser cette machine dans ce pays. Donc, tout ce degré de risque lié à quelque chose de nouveau, dans un pays où les gens ne savent même pas utiliser un ordinateur, ça n'a aucun sens. Mais la configuration de la machine à voter qui sera utilisée en RDC, elle est bien différente des autres machines que vous avez évoquées parce que celles de la RDC ne sont que des imprimantes. Vous allez pouvoir expliquer à la vieille dame qui vient de son champ avec son foufou sur la tête comment utiliser l'écran tactile? Vous saurez le faire? Pour 40 millions d'électeurs? Non, soyons sérieux. Mais la CENI a eu suffisamment le temps pour sensibiliser à l'usage de cette machine. Nous ne vivons pas en Allemagne, nous vivons en RDC. Nous ne vivons pas en Belgique où lorsque le train doit quitter à 10 heures, elle quitte à 10 heures. Nous vivons dans un pays où nous perdons 20 000 ans d'heures par année. J'ai fait le calcul. Vous pensez-vous que la CENI sera capable, en ces quelques mois, d'enseigner aux 40 millions de Congolais comment utiliser un écran tactile, alors que nos enfants qui vivent dans le monde de la technologie et qui ont des laptops et des tablettes à la maison doivent demander l'avis de papa et de maman pour faire ça. Non, messieurs, soyons sérieux. Nos paysans ne savent pas et ne sauront pas comment utiliser cette machine. Ça, c'est du réel. Donc, si je comprends bien, votre raison fondamentale, c'est le fait que les Congolais ne seront pas en mesure d'utiliser la machine. Mais c'est évident. Ça, c'est de un. De deux, c'est illégal. Notre constitution est très claire sur le sujet. Pas de machine électronique. J'aurais pu continuer à rêver qu'on était entre une imprimante et une machine électronique. Malheureusement, après le rapport de la Fondation Westminster, nous savons tous aujourd'hui que c'est une machine électronique parce qu'il y a des SIM cards et tout le reste. Et ça, c'est anticonstitutionnel, c'est en dehors de la loi, donc il n'y a plus de questions à se poser, ça doit être supprimé. Mais il y a également un groupe d'experts britanniques qui s'est décidé sur cette machine, que cette machine ne présentait pas des défauts de logiciels encore techniques. Très récemment, ici en RDC, vous n'y croyez toujours pas? Moi, je peux vous donner une machine qui n'a pas de défaut de logiciel, mais qui est corrompue. Un logiciel, c'est quoi? C'est une boîte noire où on commande quelque chose. J'ai l'impression qu'on passe beaucoup de temps sur cette machine. On va passer. Mais le bulletin à papier, s'il faut utiliser le bulletin à papier, soyez quand même prêts que l'élection présidentielle soit organisée à plus tard. Vous savez, il n'y a personne dans ce pays qui va suivre votre logique. Vous avez suivi le calendrier électoral. Nous avons encore le temps d'ici octobre de commander les papiers et voter à la main. Nous sommes toujours dans les temps. Voilà. Alors, autre question en rapport évidemment avec tous les restes des candidats qui restent. Qui allez-vous soutenir après votre invalidation? Est-ce que vous avez un choix? Est-ce que vous avez une projection par rapport aux alliances que vous pourrez avoir avec les autres candidats qui sont encore en course? J'ai agi de manière tout à fait logique. Dans les présidentielles, j'étais là pour un projet, pour un plan, le plan MOCA. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Évidemment, oui. Non. Donc, je dois soutenir un candidat qui va porter le plan MOCA. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Ils ont un plan qui sera similaire. Exactement. Deuxièmement, il faut que ce candidat ait la capacité de pouvoir gagner. C'est-à-dire quelqu'un qui est rassembleur, quelqu'un qui pourra prendre une partie de l'opposition, une partie de la majorité et une partie des indépendants, puisque vous le savez, le mouvement bleu est un mouvement indépendant. Ça, c'est de un. De deux, il faut que ce soit quelqu'un qui soit expérimenté. Nous n'allons pas laisser les commandes de l'avion RDC à quelqu'un qui n'a aucune expérience ou qui a des expériences. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Il nous faut également quelqu'un qui va entraîner le respect de l'armée, de la police, des services de renseignement. Vous le savez comme moi, ne rêvons pas et soyons pragmatiques. Nous n'allons pas avoir un président qui va commencer à être contesté par les leaders de l'armée et qui vont entraîner peut-être des coups d'État. Donc, il fallait choisir quelqu'un qui ait ces caractéristiques-là, de manière à nous rassurer. N'oubliez pas, c'est notre première transition pacifique. Oui. Donc, c'est le profil. Et ce choix-là, ou cette désignation, vous passe déjà par la tête, l'aviez-vous déjà fait? Ce n'est pas que ça m'est passé par la tête. Une fois que j'ai été invalidé par la CENI, certains candidats m'ont contacté. J'ai
choisi en fonction des critères que je viens de vous dire. J'en ai fait rapport à mon comité qui a été approbatif par rapport à ce choix. Et votre plateforme? Exactement, c'est de ça que je parle. Oui. Et donc, c'est suite à l'accord de ma plateforme. N'oubliez pas que le Mouvement Bleu a également une coalition, la coalition arc-en-ciel du plan MOCA. Oui. Et également le comité des partis indépendants, le CPI. Donc, j'ai d'abord consulté le comité, ma plateforme, Mouvement Bleu, et ensuite, j'ai donné ma réponse à ce nouveau partenaire qui, comme j'ai dit tout à l'heure, remplit les conditions dont je viens de vous dire. Alors, en parcourant les grands, ces candidats, est-ce que ce ne serait pas Chadari, Emmanuel? Vous savez, moi je considère qu'il y a 5 candidats ici, parmi les 21. Lesquels? Il y a M. Chadari, il y a M. Félix Tshisekedi, il y a Vital Kamerhe, il y a Martin Fayulu, et puis il y a Kinké Trifon Mulumba. Selon moi, ce sont les 5 qui ont le plus de chances d'avoir des scores plus ou moins raisonnables. N'est-ce pas? Et donc, il fallait voir parmi ceux-là qui sont ceux qui correspondent aux critères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez imaginer que nous puissions avoir un président qui aurait des problèmes ou serait sanctionné par la communauté internationale? Ce serait problématique pour une transition pacifique. Nous devons avoir un président qui va pouvoir parler avec Donald Trump et avec les Européens et avec les Chinois, voyager à son aise sans avoir des problèmes de ce niveau-là. Nous avons des urgences dans ce pays. Nous ne pouvons pas perdre du temps à discutailler, à miauler. Non, nous devons aller de l'avant. Je vous ai dit tout à l'heure. Ben alors, si vous dites ça, ça veut dire qu'avec la récente information portant sur la CPI, avec le candidat Emmanuel Chadari, celui-là, vous l'écartez déjà. Ça va de soi. Cependant, soyons bien clairs ici. Ça, c'est mon avis personnel. Étant donné que maintenant, je grandis dans une association, dans un groupe, eh bien, ce n'est pas mon avis personnel qui peut compter ici. Ici, vous m'avez parlé de mon choix. J'essaie de vous expliquer comment j'ai fait ce choix. Et moi, je vous pose des questions. Puisque le FCC, c'est une grosse machine qui va porter le candidat Emmanuel Chadari, avec ce que l'on connaît comme réalité des pays africains, est-ce que vous pensez que les autres des candidats pourraient évidemment remporter cette présidentielle? Soyons très, très terre à terre. D'abord, je ne fais pas partie du FCC. Deuxièmement, je ne suis pas venu parler d'une plateforme politique. Je suis venu parler d'un choix. Le choix d'un profil. C'est bien de cela qu'il s'agit. Oui. Maintenant, le FCC a la liberté de faire ce qu'ils ont à faire. S'il y a des personnalités ou des groupes dans le FCC qui partagent l'opinion que je donne aujourd'hui et qui veulent aller dans ce sens-là, non seulement ils sont le bienvenu, mais je vais aller vers eux pour leur expliquer pourquoi j'ai fait le choix que j'ai fait et pourquoi ils doivent nous rejoindre. Et est-ce que vous croyez à l'échéance du 23 décembre? Est-ce que cette date-là, à votre avis, elle est encore tenable? Monsieur le journaliste, nous n'avons pas le choix. Nous devons absolument avoir les élections le 23 décembre. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Sur ce point-là au moins, je suis d'accord avec M. Nanga. Et vous pensez que la CENI, à votre avis, il n'y a pas une machination derrière? Est-ce que la CENI n'est pas commandée? Votre avis aussi là-dessus? Vous savez, j'ai toujours dit, et tous mes collaborateurs le savent, le plus grand péché de la RDC, ce n'est pas le sida, ce n'est pas la malaria, c'est la distraction. Le peuple congolais souffre d'une grande maladie, c'est la distraction. Tout cela, pour moi, c'est de la distraction. Il y a des élections, il faut s'y préparer et que le meilleur gagne. Et le candidat commun de l'opposition, vous n'êtes pas inscrit dans cette démarche-là non plus? Je les encourage, bien sûr. Comment voulez-vous choisir parmi 5 candidats? Il faut nécessairement qu'il y ait des coalitions, il faut nécessairement parmi les 21 qu'il y ait des groupes. Cela va vous faciliter la tâche à vous. Vous vous imaginez avoir des candidats avec 0,001%. Ça n'a pas de sens. Il faut se regrouper. Ça va faciliter la tâche à tout le monde. Ben vous avez cité 5 candidats, notamment Kinké Mulumba. Est-ce que dans ce profil-là, vous pensez que Kinké Mulumba ait la chance de pouvoir l'emporter? Est-ce que Kinké Mulumba est un homme politique expérimenté? Vous connaissez la réponse. Il est là depuis l'époque de Mobutu. Il a fait tous les différents régimes. Il a survécu.
Est-ce que M. Kinké Mulumba est académiquement qualifié? Vous connaissez la réponse. Professeur d'université connu et émérite. Est-ce que M. Kinké Mulumba a une sensibilité par rapport à la communauté internationale? Il n'y a même pas à en parler. Aujourd'hui, il est à Washington, je crois. Et il a tout un réseau. Est-ce que M. Kinké Mulumba est capable de tirer une partie de la majorité? Bien sûr. De l'opposition? Bien sûr. De la majorité? De la majorité, j'ai bien dit de la majorité. N'oubliez pas qu'il vient de la majorité. Mais le président de la République a fait un choix au sein du FCC, ça veut dire que le président a un candidat. Mais si la majorité, c'est lui, il incarne la majorité. Le président de la République a joué son rôle, que chacun puisse jouer son rôle. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez me garantir que si Monseigneur, le cardinal Mosengo, demande à tous les catholiques de voter un tel, que tous les catholiques vont voter un tel, vous connaissez la réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, le général Soni Kafuta, un ami d'ailleurs, demande à tous les pentecôtistes de voter un tel candidat? Est-ce qu'ils vont tous voter? Non. Soyons terre à terre, soyons pragmatiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le Katanga va nécessairement voter pour M. Chadari? Je vous pose la question, à vous d'y répondre dans votre coin. Moi, je vous dis que non. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Équateur va voter M. Chadari? On va voir. Mais ce que j'essaie de dire, c'est ceci. C'est que lorsque nous voulons aller quelque part ensemble, c'est à nous tous à mettre nos intelligences ensemble pour atteindre cet objectif. Moi, j'ai fait un choix. C'est un choix que j'ai consulté les miens. Et nous allons assumer ce choix jusqu'au bout. Tout à l'heure, on parlait de ce profil. Savez-vous que M. Kinké Mulumba est également quelqu'un qui a une grande sensibilité pour les minorités congolaises? Vous savez à quoi je fais allusion? Bien sûr. Eh bien, nous avons besoin d'un président qui a cette sensibilité. Également, vous savez l'histoire de la RDC à l'est du pays, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres qui sont là. Est-ce que M. Kinké Mulumba est sur une liste noire de la communauté internationale? Vous connaissez également la réponse. Soyons pragmatiques, s'il vous plaît. Si vous avez pris l'exemple du cardinal, ça veut dire que de l'autre côté, il y a hypocrisie. Non, ce n'est pas une question d'hypocrisie. C'est une question, tout leader, lorsqu'il donne une directive, une orientation, il sait très bien que tout le monde ne va pas suivre cette orientation. N'est-ce pas? Moi-même, en tant que leader du Mouvement Bleu, je ne peux pas vous mentir que tous les gens du Mouvement Bleu vont suivre mon choix. Ça, c'est la démocratie. Mais rendez-vous compte que ici, nous sommes en train d'écrire une petite page de l'histoire. C'est la première fois dans notre pays qu'un candidat président de la République, aussi récalé soit-il, sort publiquement pour dire « Eh bien, moi, je veux endosser tel autre candidat parce que le projet qu'il a correspond au mien, parce que le profil qu'il a des chances de passer, parce que nous avons des valeurs que nous partageons ensemble et que nous pouvons, comme je l'ai toujours dit et ce n'est pas nouveau, Mobutu a fait sa part, Kabila a fait sa part. Il n'est pas question aujourd'hui de venir détruire tout ce qui a été fait. Quand vous allez à Namur, vous voyez une citadelle qui a été construite au XIVe siècle. Et c'est toujours là. Prenons l'habitude de construire à partir de ce que nous avons déjà pour aller de l'avant. C'est cela ma philosophie. Alors, au regard de votre argumentaire, je conclus que ce candidat-là, c'est le président du PA. Son nom, c'est? Vous l'aviez cité tout à l'heure. Oui, c'est M. Trifon Kinké Mulumba. Qui aura votre soutien. Et exact. Vous le signez. Bien sûr. Alors, on a terminé cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à ces millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Cette caméra est là, devant vous. À vous la parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le combat est là. Nous allons faire un combat propre, paisible, gagner et faire honneur à notre Dieu. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Moka, Ngolo, Mpati.
pasteur, vous l'aviez démontré, homme politique, candidat invalidé à la présidentielle. Vous êtes autorité morale du Mouvement Bleu. Merci d'être venu dans cette émission Décryptage pour échanger avec nous et nos téléspectateurs. Merci beaucoup à vous. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission Décryptage. En vous de faire la conclusion. À très bientôt et avec le même plaisir.